Ma grande vengeance sera celle-ci. Elle est bien plus grande que les billets que ma belle-mère m'a jetés au visage. Ils m'ont frappé sur la joue. 150 euros qui, après m'avoir giflé, sont tombés éparpillés sur le sol. Ce furent 3 longues années de dévouement. À me lever à 5 heures du matin pour préparer le petit déjeuner, nettoyer la maison, et même masser le dos de ma belle-mère. Le prix de ce dévouement touchant se résumait à 150 misérables euros. Mon mari, pendant ce temps, m'observait avec un sourire moqueur. Cette nuit pluvieuse-là, ils m'ont jeté de cette maison comme un chien. Mais ma belle-mère n'avait aucune idée de qui elle venait de défier. J'ai décidé que je n'allais plus le supporter. Pendant 20 ans, j'ai été l'éminence grise qui tirait les ficelles de la politique et de l'économie de la France. Une femme vers qui les présidents des grandes entreprises accouraient à la moindre de mes requêtes, et devant qui même le procureur général baissait la tête. Yenai, passé qu'un seul appel. Monsieur Valmont, nous devons nous débarrasser de quelqu'un. Peu après, la maison de ma belle-mère a sombré dans le chaos. Que leur est-il arrivé avant d'en arriver là? Si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez. Je souhaiterais que le bonheur vous inonde. Où que vous soyez, les bouts des doigts de Sophie tremblaient légèrement. À 4 heures du matin, la cuisine était imprégnée d'un mélange d'odeurs d'épices qui lui montait au nez. Sophie n'avait presque pas dormi depuis 3 jours. Debout devant sa planche à découper, sous ses yeux rougis se dessinaient de profondes cernes. Et ses jointures étaient couvertes de petites coupures. C'était aujourd'hui le jour du dîner de célébration pour la nomination de son mari, Xavier, comme candidat au poste de ministre, depuis qu'elle s'était mariée et était entrée dans cette famille il y a 3 ans. Sophie n'avait jamais révélé son passé. À l'époque où elle gérait les affaires secrètes des familles les plus riches de France, protégeant les secrets des puissants, il n'y avait pas une seule affaire qui ne passait pas entre ses mains. Pourtant, laissant derrière elle ses jours de gloire, Sophie avait tout abandonné à la recherche d'un bonheur simple. Elle s'était fait passer pour la fille d'une famille modeste et était entrée dans cette maison en ne croyant qu'en l'amour. Sophie posa un filet de bœuf qu'elle avait sorti du réfrigérateur sur la planche, à découper. La façon dont elle examinait le grain de la viande, bougeant le poignet avec douceur, dénotait une grande maîtrise. Sa dextérité avec le couteau était bien trop experte pour être celle d'une simple femme au foyer. Un bœuf bourguignon mijoté à la perfection. Un carré de veau rôti aux morilles. Des coquilles Saint-Jacques à la bretonne. Un bar de ligne en croûte de sel. Tous. Ces plats représentaient la quintessence de la haute gastronomie française. Sophie avait l'expérience de la préparation d'innombrables banquets d'État, l'époque où elle travaillait pour l'élite. Ravivant ses souvenirs, elle compléta chaque plat avec un soin extrême. 1 heure avant l'arrivée des invités, Sophie plaça enfin tous les plats sur la table, les mets colorés, disposés sur une luxueuse vaisselle en porcelaine, ressemblaient à un tableau. Épuisée, elle se dirigea vers le miroir de la salle. Tis de bain, elle pressa ses paupières gonflées avec ses doigts et soudain, son regard croisa son propre reflet. Ce n'était plus la même femme qu'avant. Ses yeux qui autrefois regardaient le monde avec fierté semblaient maintenant éteints. Sophie tenta d'esquisser un sourire. Mais seul un rictus forcé apparut. Dans le miroir, à 6 heures du soir, les invités commencèrent à arriver. Sophie les accueillait, avec une profonde révérence chaque fois que la porte s'ouvrait. Les supérieurs, des sommari, Xavier, des personnalités du monde politique et les contacts, influents que sa belle-mère. Chantal s'était efforcée d'inviter. Le vaste salon se remplit de l'arôme de parfums hors de prix et du son des rires. La belle-mère, Chantal, était assise au centre de tout cela. Telle une reine. Elle portait un épais collier de perles, et les bagues à ses doigts étincelaient. Depuis qu'elle était devenue une nouvelle riche,
Chantal avait toujours aimé, étalé sa fortune. Le dîner commença enfin. Sophie, avec précaution, apporta les plats au centre de plats. La table, chaque fois qu'elle en déposait, les invités laissaient échapper des exclamations d'admiration. Mon Dieu! Regardez ce veau rôti. La croûte est si dorée, et la viande si tendre qu'elle fond dans la bouche. C'est meilleur que, dans beaucoup de grands restaurants étoilés de la capitale. Un monsieur d'âge, mûr assis à côté, ajouta, après avoir goûté une gorgée de sauce, que l'assaisonnement était parfait, sans être excessif, avec une profondeur de goût incroyable. Ce n'était pas l'œuvre d'une amatrice. C'était vraiment exquis. Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Sophie. Elle se dit que ces 3 nuits blanches en valaient la peine. Mais sa joie fut de courte durée. Sa belle-mère, Chantal, a pris ses couverts, coupa un morceau de viande et le porta à sa bouche. Pendant qu'elle mâchait, son expression se crispa. Le cœur de Sophie fit un bond. Chantal laissa tomber ses couverts avec fracas sur l'assiette. Le bruit fut si aigu que la conversation animée autour de la table s'arrêta net. Tous les regards se tournèrent vers Chantal. Sophie, le cœur serré, observa les lèvres de sa belle-mère. Lentement, elles s'ouvrirent. Comment oses-tu servir cette nourriture de cantine à la table d'un futur ministre? La voix de Chantal était froide et tranchante, comme si un pic à glace lui transperçait les tympans. Le visage de Sophie blêmit. Chassez-le, naturel. Il revient au galop. Ricana Chantal. Un murmure parcourut les invités. Sophie serra fort les mains sur son tablier. Ses ongles s'enfonçaient dans ses 2 noms. Paume. Mais elle ne ressentait aucune douleur. Je suis désolée. Belle-mère. Si cela ne vous plaît pas. Je peux vous préparer. Autre chose. La voix de Sophie tremblait. Elle essayait de garder son calme. Mais sa gorge était sèche. Chantal l'interrompit d'un geste de la main. Laisse tomber. Cette nourriture empeste la pauvreté. Tu as beau la décorer. La misère finit toujours par ressortir. Face à ces mots, quelques invités détournèrent le regard. Jeunesse. Mais personne ne prit la défense de Sophie. Sophie regarda son mari. Xavier. Il jouait avec son verre de vin en regardant par la fenêtre. Comme si ce qui se passait n'avait rien à voir avec lui. Sophie sentit que quelque chose en elle s'effondrait, lentement. 3 ans. 3 ans à se lever à l'aube pour cuisiner. Et faire la lessive. Nettoyer. Masser le dos de sa belle-mère et repasser les costumes de son mari. Elle ne s'était jamais plainte. Elle le faisait par amour. Parce qu'elle voulait faire partie de cette famille. Mais à cet instant précis, Sophie comprit. Elle comprit que dans cette maison, elle n'était rien de plus qu'une domestique. Peu importaient ses efforts. Peu importaient ses sacrifices. Pour eux, elle serait toujours la belle-fille issue d'un milieu modeste. Elle sentit les larmes lui brûler les yeux. Mais elle ne pleura pas. Elle les serra, les dents, et se retint. Si elle se mettait à pleurer à ce moment-là, elle sentirait que tout était vraiment fini. Chantal s'adressa aux invités avec un sourire éclatant. Ne vous inquiétez pas. J'ai commandé quelque chose de spécial par un traiteur. Mangeons cela. Ma belle-fille n'est pas très douée en cuisine. Un rire forcé parcourut la table. Sophie, la tête baissée. Si hetira l'inchment. Dans la cuisine. Les rires et les chuchotements la suivirent. Chaque pas lui pesait comme si elle portait des chaînes, appuyée dans un coin de la cuisine. Les épaules de Sophie tremblaient, légèrement. Les plats qu'elle avait préparés pendant 3 nuits blanches, les dévouements avec lequel elle avait travaillé jusqu'à s'en couper les doigts, avoir l'impression que son dos allait se briser. Tout avait été piétiné en une seule phrase. Appuyée contre le mur, Sophie regarda le plafond. La lumière, froide du néon, l'observait d'en haut à travers sa vision floue. Elle entendit le fracas de 3 années d'efforts s'effondrer,
Et parmi les décombres, quelque chose que Sophie s'était efforcée de réprimer commença à s'éveiller lentement. Passé 11 heures du soir, les invités commencèrent à partir. Sophie, debout, dans l'entrée, les saluait. Les invités passaient à côté d'elle sans même la regarder. Quand la voiture du dernier invité franchit le portail, un lourd silence s'empara de la maison. Sophie, épuisée, entra dans le salon. Sur la table, ses plats étaient restés intacts. Le bœuf bourguignon avait refroidi. Les Saint-Jacques s'étaient desséchés. Le fruit de 3 nuits blanches, abandonné, comme de vulgaires déchets. Sophie, retenant un profond soupir, commença à débarrasser la table. C'est alors qu'une voix perçante l'interpella par derrière. Toi, bien si. C'était sa belle-mère. Chantal, Sophie, une assiette à la main, se retourna, lentement. Chantal était assise sur le canapé, les jambes croisées, la regardant avec mépris. À ses côtés, son mari, Xavier, se tenait debout, les bras croisés. Le cœur de Sophie commença à battre la chamade, envahi par un mauvais pressentiment. Chantal se leva lentement du canapé. Le claquement de ses talons, aiguilles résonnait sur le sol en marbre, alors qu'elle s'approchait. Sophie recula instinctivement d'un pas. « Sais-tu ce que tu as fait aujourd'hui » La voix de Chantal était grave et contenue. On voyait qu'elle réprimait sa colère avec peine. « Je suis désolée. Belle-mère, j'ai échoué. » « Échoué ? Ce n'est pas que tu as échoué. » L'interrompit Chantal avec une moue de dégoût. Servir cette saleté au dîner d'un candidat au poste de ministre. Thomas, couverte de ridicule devant tout le monde. Les lèvres de Sophie tremblèrent. L'indignation lui montait à la gorge. Mais elle la ravala. Elle savait que si elle répliquait, la situation ne ferait qu'empirer. Mais les mots suivants de Chantal dépassèrent de loin toutes ses attentes. « Fais tes valises. » Sophie n'en croyait pas ses oreilles. « Quoi ? Belle-mère ? Que voulez-vous dire ? Tu ne me comprends pas ? Fous le camp de cette maison. » Tout de suite, les yeux de Chantal brillaient de froideur. Ce n'était pas une blague. Elle était très sérieuse. Sophie eut l'impression de manquer d'air. « Belle-mère, si j'ai fait quelque chose de mal, je le corrigerai. Je vous en prie. Donnez-moi une chance. Une chance. Je t'ai donné 3 ans. » Chantal éclata d'un rire mauvais. « Yetaï, observé pendant 3 ans. Et tu ne vaux rien. Tu n'as aucune classe. Tu n'as pas ta place dans notre famille. » Sophie regarda son mari. Xavier gardait les bras croisés, regardant par la gauze, fenêtre comme si la situation ne le concernait absolument pas. « Chérie, tu ne vas rien dire ?» La voix de Sophie tremblait, teintée de désespoir, mais Xavier ne se retourna même pas. Il se contenta de lâcher froidement. « Fais ce que dit ma mère. » À cet instant, l'esprit de Sophie se vida. 3 ans. Elle s'était levée chaque jour à 5 heures du matin pour cuisiner, repasser les costumes de son mari, supporter les caprices de sa belle-mère. Lors des fêtes, ses doigts gonflaient à force de préparer les repas. Et lors des célébrations familiales, elle passait des nuits entières au fourneau. Elle ne s'était jamais plainte. Et maintenant, les seuls mots qui sortaient de la bouche de son mari étaient ceux-là. « Fais ce que dit ma mère. » Les couleurs désertèrent lentement le visage de Sophie. Elle sentit que quelque chose à l'intérieur de sa poitrine se brisait. Ce qu'elle croyait être de l'amour, ce qu'elle croyait être une famille, tout s'effondra en une fraction de seconde. Chantal sortit quelque chose de son sac. C'étaient 3 billets de 50 euros. Elle les tint entre ses doigts et les jeta au visage de Sophie. Les billets frappèrent la joue de Sophie avant de tomber, éparpillés sur le sol. Sophie ne pouvait plus bouger. Elle avait l'impression que tout son corps s'était transformé en pierre. 150 euros. C'est le paiement pour tes 3 années de service. Là,
voix de Chantal, était chargée de moquerie. Et c'est généreux. Crois-moi. Avec ta situation familiale, tu pourras vivre quelques mois avec ça. Sophie baissa lentement les yeux vers le sol. 3 billets de 50 € étaient éparpillés sur le marbre. La lumière du lustre au plafond s'y reflétait, froidement. Les billets se reflétaient nettement dans les pupilles de Sophie. 3 années de sa vie défilèrent devant ses yeux. Les nuits d'hiver à laver le linge jusqu'à ce que ses mains gerçant. Les larmes qu'elle avait ravalées, pendant qu'elle massait le dos de sa belle-mère. Les aubes passées à classer les documents pour l'ascension de son mari. Tout ce temps ne valait que 150 €. Les commissures des lèvres de Sophie tremblèrent légèrement. C'était un sourire. Non pas de colère ni de tristesse, mais un sourire glacial. Sophie se baissa, lentement, et ramassa les billets sur le sol. 1, 2 et 3. Elle la lissales. Billets froissés dans la paume de sa main. Chantal déclara avec dédain. Bien sûr. L'argent reste l'argent. Il faut le prendre. Les pauvres sont incorrigibles. Sophie releva la tête. À cet instant, Chantal recula d'un pas. Sans savoir pourquoi, le regard de Sophie avait changé. Ce n'était plus le regard soumis de la belle fille qui avait baissé la tête pendant 3 ans. C'était un regard, plus froid et perçant, comme si elle était devenue une autre personne. Sophie ouvrit la bouche. Cet argent, je vous le rendrai avec des intérêts. Ça, et voix était basse mais claire. Une voix ferme. Sans le moindre tremblement. Le visage de Chantal se crispa de perplexité. Quoi? Tu me défies? Ce n'est pas un défi. Belle-mère, dit Sophie en pliant les billets et en les rangeant dans sa poche. Château n'est promesse. Je vous jure que je vous le rendrai. Sophie ne dit rien de plus. Elle tourna les talons et se dirigea vers sa chambre. Les cris de Chantal la poursuivirent. Mais elle n'y prêta aucune attention. Après avoir fermé la porte de la chambre, Sophie s'appuya un instant contre le mur. Son cœur battait la chamade. Mais étrangement, son esprit était calmé. Elle avait l'impression que le lourd fardeau qui l'avait oppressée pendant 3 ans venait de s'évanouir soudainement. Sophie sortit une vieille valise du fond du placard. Ses mains, en faisant ses bagages, étaient d'un calme absolu. Quelques produits de beauté. Un peu de lingerie et une petite photo qu'elle avait apportée lors de son mariage. C'était tout ce qu'elle possédait de ces 3 années dans cette maison. À 2 heures du matin, Sophie quitta la maison. Personne ne lui fit ses adieux. Personne ne la vit partir. L'air froid de la nuit caressa ses joues. Sophie prit une grande inspiration. C'était l'odeur de la liberté qu'elle n'avait pas respirée depuis 3 ans. Sophie sortit de sa poche les 3 billets de 50 € pliés et les fixa du regard. Un sourire lent se dessina sur ses quétères lèvres, un sourire froid et tranchant. Attendez un peu. Belle-mère, murmura Sophie. Je vais vous montrer qui je suis. Les yeux de Sophie, alors qu'elle marchait dans l'obscurité, brillaient d'une lueur glaciale. L'éminence grise, qui était restée endormie pendant 3 ans, se réveillait peu à peu. La brume matinale couvrait de son épais manteau le port de Quiberon en Bretagne. Sophie traînait sa vieille valise dans une ruelle étroite. Le crissement des roues brisait le silence de l'aube. Au bout de la ruelle, on apercevait une modeste maison à un étage, avec une porte dont la peinture s'écaillait et une boîte aux lettres rouillées. Le refuge secret de Sophie que personne n'avait visité depuis 3 ans. Sophie sortit une clé cachée sous un pot de fleurs et ouvrit la porte. Dans un grincement, la porte céda et une odeur d'humidité envahit ses narines. Sophie alluma la lumière et entra lentement. Le salon était couvert de poussière. Les fenêtres pleines de toiles d'araignée, un espace où le temps semblait s'être arrêté. Sophie posa sa valise et jeta un coup d'œil autour d'elle. Cette maison, elle l'avait achetée quand elle travaillait pour l'élite. Un refuge qu'elle avait préparé au cas où, pour le jour où elle devrait tout quitter. Elle n'aurait jamais pensé que ce jour arriverait ainsi.
Sophie entra dans la chambre principale. Une vieille armoire occupait l'un des murs. Sophie ouvrit la porte de l'armoire et tâtonna dans le recoin le plus profond. Ses doigts touchèrent un métal froid. C'était un petit coffre-fort. Sophie le sortit et le posa sur le sol. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle composa la combinaison. Un petit clic retentit. Une lumière verte s'alluma et la porte du coffre s'ouvrit. Sophie retint son souffle un instant, regarda à l'intérieur. Il y avait un carnet en cuir noir. Elle le sortit avec précaution. La couverture ne portait aucune inscription. Mais à l'intérieur de ce carnet était écrit, dans les moindres détails, des secrets qui pouvaient faire trembler la France entière. Sophie ouvrit lentement le carnet. Sur la première page figurait le nom du président directeur général du plus grand groupe de distribution du pays. Un côté, une date et une brève note. C'était le compte-rendu de la façon dont Sophie avait étouffé un accident de la route, impliquant le fils du président, sous l'emprise de l'alcool. Il y a 10 ans. Sur la page suivante apparaissait le nom d'un magnat de la construction. Gestion de fonds occultes. Préparation de capitaux pour la fuite à l'étranger. Dissimulation d'enquête fiscale. Il n'y avait pas une affaire qui ne soit passée entre les mains de Sophie. 20 ans de relations avec les élites politiques et économiques étaient contenues dans ce petit carnet. Un sourire se dessina lentement sur les lèvres de Sophie. Il y avait des gens à qui elle avait rendu service. Des gens dont elle connaissait les points faibles. Quoi qu'il en soit. Tous pouvaient devenir une arme pour Sophie. Sophie referma le carnet et regarda de nouveau dans le coffre-fort. Elle l'a eu vite. Un vieux téléphone portable. Un téléphone à carte prépayée. C'était sa ligne de Contact Exclusive, qu'elle avait éteinte il y a 3 ans, quand elle avait décidé de se retirer. Sophie prit le téléphone et maintint le bouton d'alimentation enfoncé. L'écran clignota et s'alluma lentement. Dès que le démarrage fut terminé, des notifications commencèrent à pleuvoir. Le son, incessant des alertes, fit écarquiller les yeux de Sophie. L'écran affichait des centaines de SMS et d'appels en absence. C'étaient ceux accumulés durant 3 ans. Sophie commença à vérifier les messages un par un. Madame Laurent. C'est urgent. S'il vous plaît. Contactez-moi. Madame Laurent. Où êtes-vous? J'ai besoin de votre aide. Madame Laurent. Vous vous êtes retirée. Mais je vous en supplie. Appelez-moi. Les noms des expéditeurs étaient des plus illustres. Président de grandes entreprises, députés, magistrats de haut rang, les personnes qui tiraient les ficelles de la France la cherchaient. Sophie, le téléphone à la main, regarda, par la fenêtre. Le jour se levait. Les rayons rougeâtres du soleil s'étendaient sur la mer de Quiberon. La lumière pourpre se reflétait dans les yeux de Sophie. Pendant 3 ans, Sophie s'était efforcée de vivre comme une belle fille, ordinaire. Elle voulait effacer complètement son passé et commencer une nouvelle fille, mais il ne le lui avait pas permis. Il l'avait méprisée pour ça, pauvreté, maltraitée pour ses origines modestes, et finalement jetée dehors, comme un chien. Très bien. Je ferai ce que vous voulez. Le regard de Sophie devint glacial. Là, Sophie ordinaire est morte aujourd'hui. C'est maintenant au tour de l'éminence, Congrise, Sophie Laurent, de faire son grand retour. Sophie prit le téléphone et chercha dans ses contacts. Ses doigts s'arrêtèrent sur un homme, Gérard Valmont, président directeur général du plus grand groupe de distribution de France, il y a 10 ans. Lorsque son fils avait eu cet accident, Sophie avait passé la nuit à courir de tous les côtés pour étouffer l'affaire. À l'époque, Monsieur Valmont, en larmes, lui avait dit « Madame Laurent, je n'oublierai jamais cette faveur tant que je vivrai. » Sophie appuya sur le bouton d'appel. Avant même la 2e sonnerie, son interlocuteur décrocha. Une voix chevrotante se fit entendre à l'autre bout de la ligne. « Allô?
Est-ce bien vous? Madame Laurent? Sophie répondit avec un sourire aux lèvres. Cela fait bien longtemps. Monsieur Valmont, j'ai un service à vous demander. À l'autre bout du fil, on entendit une respiration haletante. Et très vite, la voix de Monsieur Valmont résonna avec fermeté. Madame Laurent, vous n'avez qu'à demander. Je ferai n'importe quoi. Sophie observa le soleil qui se levait par la fenêtre. Le rideau de sa vengeance était en train de se lever. Cet après-midi-là, dans un restaurant de fruits de mer très chic de Quiberon, Sophie était assise près de la fenêtre, face à l'océan. Le tailleur noir qu'elle avait revêtu pour la première fois depuis 3 ans lui allait comme un gant. L'image de la belle fille au tablier usé dans sa cuisine avait complètement disparu. Le regard froid et tranchant. Le dos droit. L'éminence grise. Sophie, Laurent, était de retour. Le matin même, Sophie avait passé un long moment devant le miroir. Elle avait soigneusement coiffé ses cheveux, qui, durant 3 ans, n'avaient été attachés qu'en un simple chignon, en se maquillant pour raviver son teint terne. Psst, une toute autre personne qui était apparue dans le reflet, la maîtresse de l'ombre qui gérait tous les secrets de la haute société, la figure de pouvoir, devant laquelle s'inclinaient les élites politiques et économiques. La porte s'ouvrit et un homme entra. C'était le président Gérard Valmont, à plus de 60 ans. Il conservait une carrure robuste, les cheveux grisonnants, l'un des 5 plus grands chefs d'entreprise du pays, l'empereur de la grande distribution qui dirigeait des milliers d'employés, un magnat que même les politiciens n'osaient pas prendre à la légère. Mais au moment où il vit Sophie, son visage prit l'expression d'un disciple retrouvant un vieux maître. Madame Laurent. Monsieur Valmont s'approcha à grands pas, s'arrêta devant Sophie et s'inclina profondément. Les employés du luxueux restaurant observèrent la scène avec stupéfaction. L'empereur de la distribution française s'inclinant, devant une femme d'âge mûr, le personnel se demandait qui pouvait bien être cette femme et échangeait des regards entendus. « Asseyez-vous, Monsieur le Président », dit calmement Sophie. Monsieur Valmont s'assit avec précaution sur la chaise d'en face. Dans ses yeux se mêlaient la joie et une pointe de nervosité. Depuis que Sophie lui avait résolu le problème de l'accident de son fils il y a 10 ans, Monsieur Valmont éprouvait pour elle un profond respect. Plus que du respect, il la craignait, même un peu. Cela fait 3 ans. Madame Laurent. 3 ans? Où étiez-vous? Vous ne savez pas à quel point j'ai été inquiet de ne pas pouvoir vous joindre. Sophie souleva sa tasse de thé et but une gorgée. J'avais des affaires personnelles à régler. Je voulais me reposer un temps. Vous reposer? Savez-vous quel chaos cela a été dans le milieu sans vous? Ah, chaque fois qu'un problème surgissait, petit ou grand, tout le monde vous cherchait. La voix de Monsieur Valmont sonnait sincère. Sophie posa sa tasse de thé et alla droit au but. Monsieur le Président. J'ai besoin de vous demander une faveur. Dites-moi. Je ferai ce qu'il faut, répondit Monsieur Valmont instantanément. Sans la moindre hésitation. Sophie ouvrit lentement la bouche. Il y a un homme du nom de Xavier Dupont. Il est actuellement candidat au poste de ministre. Un haut fonctionnaire est élu à une femme qui s'appelle Chantal Dupont. Elle est propriétaire de plusieurs immeubles dans le 16e arrondissement de Paris. Que vous ont fait ces gens? Madame Laurent? Le regard de Monsieur Valmont s'aiguisa. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Sophie. Ce sont ma belle-mère et mon mari. Enfin, pour être exact, celui qui sera bientôt mon ex-mari. Le visage de Monsieur Valmont refléta sa surprise. Samaïn, qui tenait la tasse de thé, s'immobilisa. Après un instant de silence, son visage rougit de colère. J'avais entendu dire que vous vous étiez mariée. Madame Laurent. Mais comment ces gens osent-ils? Pendant 3 ans, ils m'ont traitée comme une domestique. Du lever au coucher, du soleil. Je faisais les tâches ménagères et je supportais toutes sortes de maltraitances. Et hier soir, ils m'ont jetée à la rue
après m'avoir balancé 150 € au visage. La voix de Sophie était calme. Elle parlait comme s'il s'agissait de l'histoire, de quelqu'un d'autre. Mais ce calme raviva encore plus la colère de monsieur Valmont. Il frappa la table du poing. Les misérables. Comment ose-t-il vous faire ça à vous? Un peu de thé chaud se renversa sur la table. Les employés se tournèrent. Effrayés. Mais devant l'expression furieuse de monsieur Valmont, personne n'osa s'approcher. Comment est-ce possible? Avec tout ce que vous avez fait pour ce pays? Sophie leva la main pour calmer monsieur Valmont. Ne vous emportez pas. Monsieur, le président, j'ai l'intention de me venger d'eux. C'est pour cela que j'ai eu besoin de votre aide. Dites-moi. Je ferai en sorte que ces misérables finissent à la rue dès demain, s'il le faut. Sophie secoua la tête. Il ne faut pas se précipiter. Je vais les couler, lentement. Mais sûrement. D'abord, enquêter sur leurs affaires douteuses, leurs propriétés, leurs entreprises, leurs secrets les mieux gardés. Absolument tout. Monsieur Valmont hocha la tête. Compris. Je vais mobiliser toute mon équipe de renseignements. Dans une semaine, je connaîtrai même la couleur de leurs sous-vêtements. Sophie sourit. Satisfaite? Merci. Monsieur le Président. Et encore une chose. Prévenez les autres. Dites-leur que je suis de retour. Les yeux de monsieur Valmont brillèrent. Il comprenait parfaitement le sens de ces mots. Le retour de l'éminence grise. La nouvelle n'allait pas tarder à ébranler les fondations politiques et économiques de la France. Cette nuit-là, le téléphone prépayé de Sophie ne cessa de sonner. Le premier à appeler fut le magnat de la construction, Antoine Delorme. Il y a 7 ans, alors qu'une enquête fiscale était sur le point de l'anéantir. Sophie lui avait fourni une porte de sortie. S'il n'y avait pas eu Sophie, Monsieur Delorme serait aujourd'hui en prison. Madame Laurent, vous êtes en vie. Je ferai n'importe quoi pour vous aider. Je donnerai ma vie pour vous. Le suivant fut l'ancien procureur général, Marc Serres. 8 ans auparavant, quand son fils s'était retrouvé impliqué dans une affaire de drogue, Sophie avait réglé le problème discrètement. Elle avait sauvé l'avenir de son fils et son propre honneur. Madame Laurent, si vous avez besoin de contact au parquet, n'hésitez pas à m'appeler. J'ai des hommes parmi les magistrats en exercice qui lèveraient le petit doigt pour moi. Ensuite, un magnat des médias, un banquier, un député en fonction, sur un simple appel de Sophie. Les personnalités les plus puissantes de France commençaient à s'incliner une à une. Tous avaient une dette envers Sophie. Elle leur avait sauvé la vie, les avait sortis d'une crise ou avait couvert une faille fatale. Les contacts qu'elle avait cultivés durant 20 ans en travaillant dans l'ombre portaient désormais leurs fruits. Sophie accepta un à un leur serment de loyauté. À mesure que la nuit avançait, son sourire s'élargissait. Le pouvoir qu'elle avait abandonné il y a 3 ans revenait entre ses mains. Être même était-elle devenue plus forte qu'il y a 3 ans. Les dettes accumulées pendant ce temps lui étaient rendues avec intérêt. Le lendemain matin arriva le premier rapport de monsieur Valmont. Madame Laurent. C'est comme nous le soupçonnions. Cette femme, Chantal Dupont, est impliquée dans de nombreux montages d'évasion fiscale immobilière. Elle a utilisé des prête-noms pour acquérir ses biens et la déclaration de ses revenus. Locatif est un vrai désastre. Si on creuse un peu, le redressement et l'amende pourraient s'élever à plusieurs millions d'euros. Sophie, le téléphone collé à l'oreille, regardait par la fenêtre. Et pour Xavier Dupont, c'est encore pire. On le soupçonne d'avoir falsifié ses diplômes universitaires. Et nous avons des preuves de pot de vin. Si cela éclate, au grand jour lors de son audition de confirmation pour le poste de ministre, Enzero est fini. Continuez à fouiller absolument tout ce qu'il a pu cacher. C'est compris? Et Madame Laurent, il y a une autre information qui pourrait vous intéresser. De quoi s'agit-il? Xavier Dupont a une maîtresse. C'est Céline Solaire. Elle a 32 ans
C'est la fille du président d'une entreprise de taille moyenne. Ils sont ensemble depuis environ 2 ans. Les sourcils de Sophie se haussèrent. S'ils étaient ensemble depuis 2 ans, cela signifiait qu'il avait commencé à la tromper alors qu'il n'était marié que depuis 1 an. Et l'appartement? Oui. C'est un penthouse de 2 millions d'euros avenue Montaigne. À Paris, il est au nom de Céline Solé. Mais l'argent provient du compte de fonds occultes, de Chantal Dupont. J'ai les relevés. Un sourire froid se dessina sur les lèvres de Sophie. 2 ans après leur mariage. Il achetait une maison à 2 millions d'euros pour sa maîtresse. Et, avec l'argent de sa mère, quel bon fils. En raccrochant, Sophie se leva et s'approcha de la fenêtre. La mer de Quiberon scintillait sous le soleil. Les bateaux de pêche entraient et sortaient du port, créant une scène paisible. Mais le cœur de Sophie n'était pas aussi calme que la mer. Pendant 3 ans, elle s'était levée chaque jour à 5 heures du matin pour cuisiner, repasser les costumes de son mari et subir les caprices de sa belle-mère. Elle lavait le linge jusqu'à avoir les mains gercées et nettoyait à genoux jusqu'à s'en écorcher la peau. Pendant tout ce temps, son mari la trompait avec une autre femme, et qui plus est, dans la même maison où on l'humiliait. À lui et sa mère lui cherchaient déjà une remplaçante. Sophie serra les poings. Ce n'était pas de la colère. La colère était déjà passée. Ce qui remplissait désormais le cœur de Sophie, c'était une détermination glaciale, une volonté implacable de leur faire payer ce qu'ils avaient fait. À ce moment-là, on frappa à la porte. Sophie ouvrit et vit un visage familier. C'était l'ancien procureur général, Marc Sers. Il tenait à la main une épaisse enveloppe. Madame Laurent, je vous l'ai apportée en personne. Entrés. Monsieur le procureur général. Sophie fit entrer Serre. Ils s'assirent face à face sur le canapé du salon. Et Serre posa l'enveloppe sur la table. Le dossier de corruption de Xavier Dupont. J'ai même obtenu des documents internes du parquet. Avec ça, s'il est inculpé, il en prendra pour 10 ans de prison. Sophie prit les documents et les examina. L'origine des pots de vin que Xavier avait reçus. Les montants. Les dates. Tout était détaillé. C'étaient des documents d'enquête interne que l'on ne pouvait consulter qu'au parquet. Merci. Monsieur le procureur général. Il n'y a pas de quoi. Sans vous pour l'affaire de mon fils il y a 8 ans. Jay ne serait pas là aujourd'hui. La voix de Serre était sincère. Sophie acquiesça et laissa les documents sur la table. Puis-je vous demander une faveur supplémentaire? Ce que vous voudrez? Savez-vous quand a lieu son audition pour sa nomination au poste de ministre? Serre réfléchit un instant et répondit. Je crois que c'est vendredi de la Pont, semaine prochaine. Pourquoi? Un lent sourire se dessina sur les lèvres de Sophie. Ce jour-là sera parfait. Pardon, que voulez-vous dire? La veille de l'audition? Je vais tout déballer. Les faux diplômes, les pots de vin, la maîtresse. Tout? Les yeux de Serre s'écarquillèrent. Il réalisa à quel point le plan de Sophie était méticuleux. Si le scandale éclatait la veille de l'audition, Xavier serait non seulement pas nommé ministre, mais il serait radié de la fonction publique. Madame Laurent, vous êtes incroyable. Sophie, au lieu de répondre, regarda par la fenêtre. Le jour déclinait. La tielle rougeâtre s'étendait sur la mer, comme si du sang l'avait teintée d'un rouge. Intense. Sophie baissa les yeux vers les documents empilés sur la table. Rapport d'évasion fiscale. Compte de prête-nom. Falsification de diplôme. Pots de vin. Preuve de la liaison. Tous les péchés de sa belle-mère et de son mari étaient contenus dans ces dossiers. Avec cela, elle pouvait les détruire. Complètement. Sophie sortit de sa poche les 3 billets de 50 € pliés. Après les avoir gardés sur elle pendant 1 semaine. Les billets étaient encore plus froissés. Sophie les posa dans la paume de sa main et les fixa. 150 €. Vous aviez dit que c'était le paiement pour mes 3 ans.
N'est-ce pas? La voix de Sophie était basse et froide. Je vous avais dit que je vous le rendrai avec des intérêts. Il faut tenir ses promesses. Sophie rangea les billets dans sa poche et se leva. Tous les préparatifs étaient terminés. Il ne restait plus qu'à monter sur scène. Sophie regarda les photos de sa belle-mère et de son mari accrochés au mur. Attendez un peu. J'arrive. Les yeux de Sophie, éclairés par la lumière du crépuscule, brûlaient d'un feu ardent. C'étaient les yeux d'un prédateur acculant sa proie. Le mardi soir, 3 jours avant l'audition, dans la grande salle de bal de l'hôtel le plus luxueux de Paris, les Ritz, se tenait une soirée fastueuse. Les galas de charité du Cercle de l'Élégance. Le Cercle de l'Élégance était une association de dames de la haute société, connue pour être la plus influente de la capitale. L'hôtesse de la soirée aujourd'hui était Chantal Dupont. Chantal préparait cet événement depuis des mois. Si son fils devenait ministre, elle, en tant que mère, se hisserait au sommet de la société. La fête d'aujourd'hui en était le prélude. Un tapis rouge s'étendait à l'entrée du salon, sous la lumière éblouissante des lustres en cristal. Les dames arrivaient, vêtues de robes de haute couture, de colliers de diamants, de boucles d'oreilles en émeraude, de broches en rubis. Les bijoux étincelaient intensément sous les lumières. Chantal était assise à la table d'honneur, au centre de la salle. Aujourd'hui, elle s'était mise sur son 31, une robe de soirée noire d'une grande, aux maisons de couture françaises, et un collier de perles à 3 rangs autour du cou. À chaque doigt, elle arborait une bague ornée de pierres précieuses. Et des diamants pendaient à ses oreilles. Le visage de Chantal débordait de fierté. La belle fille qu'elle avait chassée une semaine plus tôt était déjà effacée de sa mémoire. Elle pensait que la racaille était simplement retournée à sa place. Dans l'esprit de Chantal, seul se dessinait un avenir radieux. Oh, Madame Dupont, comme vous êtes radieuse aujourd'hui. Une dame s'approcha, pour la flatter. Chantal acquiesça avec un sourire distingué. Vous exagérez. Merci d'être venue. Quand votre fils sera ministre. Ne nous oubliez pas. Hein? Bien sûr. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Chantal leva élégamment sa flûte de champagne. Son sourire allait d'une oreille à l'autre. À ce moment précis, elle se sentait le centre de l'univers. C'est alors qu'un murmure s'éleva à l'entrée de la salle. Au début, elle n'y prêta pas attention. Elle pensa qu'une autre dame était arrivée dans une tenue spectaculaire. Mais le murmure s'amplifia et se propagea bientôt dans toute la salle. Qui est-ce? Mon Dieu! Regarde cette robe. D'où vient ce collier? C'est un vrai. Chantal tourna la tête vers l'entrée et resta bouche bée. Une femme marchait sur le tapis rouge, une robe couleur bordeaux, épaules dénudées, qui lui allait à la perfection, et à son cou, elle portait un collier de diamants éblouissant. Ses longs cheveux tombaient avec élégance sur ses épaules, et ses lèvres, peintes d'un rouge intense, esquissaient un léger sourire. Tous les regards étaient pieds braqués sur elle, mais son visage lui semblait étrangement familier. Chantal plissa les yeux et la regarda attentivement. Pendant 1 seconde, elle crut que son cœur s'arrêtait. C'était Sophie Laurent, la belle fille qu'elle avait chassée il y a 1 semaine, en lui jetant 150 €. Elle était là, et avec une allure bien plus éblouissante que la sienne. La flûte de champagne glissa des mains de Chantal. Le verre se brisa en 1000 morceaux sur les sols. Mais le bruit se perdit dans les murmures, et personne n'y prêta attention. Tous les regards étaient fixés sur Sophie. Sophie entra lentement dans la salle. Le claquement de ses talons résonnait sur les sols en marbre. Chaque pas était ferme et assuré. L'image de la belle fille, tête baissée et tablier noué d'il y a 1 semaine. C'était totalement volatilisé. Celle qui se tenait là était l'éminence grise, Sophie Laurent. Puis, une chose surprenante se produisit.
Plusieurs dames qui se trouvaient d'un côté de la salle, en voyant Sophie, se levèrent précipitamment. Elles s'approchèrent d'elle et la saluèrent avec une profonde révérence. Madame Laurent. Quelle joie de vous voir. Madame Laurent. Où étiez-vous? Vous ne savez pas à quel point nous étions inquiètes de ne pas pouvoir vous joindre. Les yeux de Chantal s'écarquillèrent davantage. Elle reconnut les femmes qui la saluaient. L'épouse du président du plus grand groupe de distribution du pays, la femme d'un magnat de la construction, la belle-fille du président d'un groupe financier. C'étaient les dames de la plus haute société, l'élite absolue du cercle de l'élégance. Et ces femmes s'inclinaient devant celle qui avait été sa belle-fille. Que se passait-il? Chantal observait la scène. Hébétée. Son esprit s'était vidé. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi la belle-fille, qu'elle avait méprisée pour sa pauvreté, recevait un tel traitement. Sophie, après avoir salué brièvement les dames, se dirigea lentement vers Chantal. À chaque pas, le cœur de Chantal battait à tout rompre. Sur les lèvres de Sophie se dessinait un sourire indéchiffrable. Un sourire froid et tranchant, comme celui d'un prédateur traquant sa proie. Sophie s'arrêta devant Chantal. Cela fait longtemps. Belle-mère. Sa voix était douce, mais elle ne pouvait cacher la froideur qu'elle renfermait. Chantal remua les lèvres. Mais aucun son ne sortit. Que fais-tu ici? Fut la seule chose qu'elle parvint à articuler. Sa voix tremblait. Sophie regarda autour d'elle et répondit. C'est le gala de charité du cercle de l'élégance. Moi aussi. J'ai été invitée. Invitée? Qui irait inviter quelqu'un comme toi? Cria Chantal. Nerveuse. Mais sa voix n'avait plus la même autorité qu'avant. Au contraire, elle trahissait sa panique. À ce moment-là, quelqu'un s'approcha par derrière. C'est moi qui l'ai invité. Chantal se retourna et resta de nouveau bouche bée. C'était l'épouse du président du groupe de distribution, Madame Hélène Valmont. La femme la plus influente du cercle de l'élégance. Madame Valmont, Madame Dupont. Il semble que vous ne connaissiez pas Madame Sophie Laurent. La voix de Madame Valmont avait un étrange ton de moquerie. Chantal, stupéfaite, demanda. Madame Laurent? Qu'est-ce qu'elle est? Madame Valmont sourit d'un air suffisant. Mon Dieu, vous ne le saviez vraiment, pas? Madame Sophie Laurent est une personne que tout le monde dans notre cercle connaît. C'est la femme qui a géré les secrets des plus grandes fortunes de ce pays pendant 20 ans. Le visage de Chantal devint livide. Quoi? Que dites-vous? La responsable de la gestion privée des familles les plus riches de France, on l'appelait l'éminence grise. Il n'y a personne ici qui ne lui doive une faveur, dit Madame Valmont en regardant autour d'elle. En effet, plusieurs dames acquiesçaient et saluaient Sophie du regard. Chantal n'en croyait pas ses oreilles. La belle-fille qu'elle avait maltraitée pendant 3 ans, qu'elle avait traitée comme une domestique, c'était là, et personne la plus importante de cette salle. La belle-fille qu'elle avait, méprisée pour ses origines modestes, se révélait être l'éminence grise qui tirait les ficelles de la politique et de l'économie. Les jambes de Chantal commencèrent à trembler. Sophie, regardant Chantal de haut, prit lentement la parole. Belle-mère, à vous, êtes surprise? J'ai moi aussi été surprise qu'en vivant ensemble pendant 3 ans, nous ne nous connaissions pas du tout. Pourquoi? Pourquoi l'as-tu caché? Demanda Chantal d'une voix tremblante. Sophie haussa les épaules et répondit. Je ne l'ai pas caché. Je ne l'ai simplement pas dit. Vous ne me l'avez jamais demandé. Mon passé ne vous intéressait pas. Vous saviez seulement que ma famille était pauvre. Le visage de Chantal devint écarlate, parce que c'était la vérité. Chantal savait seulement que Sophie venait d'un milieu modeste. Mais elle ne lui avait jamais demandé ce qu'elle faisait avant. Cela ne l'intéressait pas. Elle se contentait de la mépriser et de la maltraiter pour ses origines. Les dames autour commencèrent à chuchoter. Mon Dieu, cette femme est la belle-mère de Madame Laurent.
Je n'arrive pas à y croire. Avoir une personne aussi importante comme belle-fille et la maltraiter. Certains ont des yeux mais ne savent pas reconnaître les diamants. Les chuchotements s'intensifièrent. Le visage de Chantal passait du rouge au blanc pâle. Où était passée l'image de la reine de la société qui plastronnait, il y a un instant? Sophie fit un pas de plus. Belle-mère. Quelle fête splendide. Vous avez tout. Préparez vous-même. N'est-ce pas? Et ces bijoux que vous avez donnés pour la vente aux enchères? Les yeux de Chantal s'écarquillèrent. D'un côté de la salle, les bijoux destinés à la vente de charité étaient exposés. C'étaient ceux que Chantal avait personnellement préparés. Et alors, le sourire de Sophie s'étira lentement. Dans un instant, je vous dirai quelque chose à ce sujet. Attendez un peu. Sur ces mots, Sophie tourna les talons, se faufila parmi les dames, saluant à droite et à gauche. Tout le monde s'approchait pour saluer avec révérence la belle-fille que Chantal avait méprisée pendant 3 ans. Chantal, observant la scène, sentit sa mâchoire trembler. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Mais que pouvait-elle faire maintenant? Chantal força un sourire et tenta de garder contenance. Mais elle ignorait que la véritable tempête n'avait pas encore commencé. Sophie, debout sur le côté de la salle, leva sa flûte de champagne. Le liquide, doré, scintillait sous la lumière des lustres. Sophie, en le regardant, murmura « Bien, que le spectacle commence ». Les yeux de Sophie brillaient d'une lueur froide. Ce soir, ce salon de bal, fastueux, se transformerait en un véritable enfer. La fête battait son plein. Dans toute la salle résonnaient les rires et le tintement des flûtes de champagne. Les dames se complimentaient mutuellement sur leurs bijoux et se prêtaient au jeu des mondanités. Mais tout le monde pouvait sentir que l'ambiance avait changé. Depuis l'apparition de Sophie, le centre de gravité de la soirée s'était totalement déplacé. Chantal avait été reléguée dans Sands, un coin. Les dames qui, un instant auparavant, l'entouraient et la flattaient, se pressaient désormais autour de Sophie. Le visage de Chantal était tendu, et la coupe de champagne qu'elle tenait tremblait légèrement. À ce moment, l'animateur prit le micro. Et maintenant, place au moment culminant de la soirée. La vente aux enchères de charité. Sur l'estrade dressée d'un côté de la salle étaient exposés des bijoux éblouissants. Un collier de diamants, une broche en émeraude, un bracelet de saphirs. C'étaient toutes des pièces que Chantal avait spécialement préparées pour l'occasion. Le visage de Chantal s'éclaira un peu. En ces bijoux, elle avait une totale confiance. Elle les avait choisis et préparés elle-même, les plus belles pièces. Si la vente était un succès, elle pourrait compenser un peu l'humiliation de ce soir. Le premier lot est un collier de diamants de 3 carats. Le prix de départ est de 50 000 €. La voix du commissaire-priseur résonna dans la salle. Un murmure parcourut l'assemblée. Plusieurs dames levèrent la main pour enchérir. C'est à ce moment précis que cela se produisit. Un instant. S'il vous plaît. Une voix calme mais claire traversa la salle. Tous les regards se tournèrent vers elle. C'était Sophie. Sophie se dirigea lentement vers l'estrade. « Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire ?» hurla Chantal. Paniquée. Un mauvais pressentiment la parcourut de la tête aux pieds. Mais Sophie, impassible, s'arrêta devant l'estrade. Elle prit le collier de diamants. Le joyau brillait sous la lumière du lustre. Sophie l'examina de près, puis secoua lentement la tête. « J'ai quelque chose à dire à l'assemblée. » Le silence tomba immédiatement. Tout le monde retint son souffle, attendant les prochains mots de Sophie. « Ce diamant est faux. » Pendant un instant, la salle fut glacée. « Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? »« Faux? Comment ça ?» Un brouhaha éclata. Le visage de Chantal devint blanc comme un drap. « Qu'est-ce que tu en sais? Mensonge? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ?» Chantal courut vers elle en hurlant. Mais Sophie, « D'un calme olympien. »
Lève à l'écolière. J'ai travaillé 20 ans dans la haute société. Et j'ai manipulé d'innombrables bijoux. Distinguer le vrai du faux est ma spécialité. Sophie approcha le collier de la lumière. Un vrai diamant. En recevant la lumière, la décompose aux couleurs de l'arc-en-ciel. Mais celui-ci ne reflète qu'une lumière blanche. C'est de l'oxyde de zirconium classique. On peut en acheter sur le marché pour 100 €. Un cri de stupéfaction parcourut l'assemblée. Mon Dieu! C'est vraiment une arnaque? Le visage de Chantal devint rouge. Ses lèvres tremblaient. C'est toi, King Ventus. J'ai acheté ce bijou moi-même dans une joaillerie. Sophie sourit d'un air suffisant. Très bien. Alors, vérifions les autres. Sophie prit un à un les bijoux sur l'estrade. La broche en émeraude. Le bracelet de saphir. Les boucles d'oreilles en rubis. Elle les vérifia tous de la même manière. Celui-ci est faux aussi. Celui-là aussi. Et celui-là. La voix froide de Sophie résonnait dans le silence. Le visage de Chantal était, désormais d'une couleur cendrée. Belle-mère. Tous ces bijoux réunis ne valent même pas 1000 €. Et vous, prétendiez les vendre pour des centaines de milliers d'euros lors d'une vente de charité. Des voix indignées s'élevèrent parmi les dames. C'était une escroc. Elle voulait nous arnaquer. Quelle honte d'être venue à une telle soirée. Chantal se recroquevilla face aux critiques qui pleuvaient de toutes parts. Les dames, qui l'encensaient quelques minutes plus tôt, la regardaient maintenant, avec dégoût. Non. Ce n'est pas vrai. On m'a trompée moi aussi. Le joaillier m'a arnaqué. Criait Chantal. Désespérée. Mais personne ne l'a cru. Sophie, la regardant froidement, déclara: Belle-mère, on ne peut pas vivre une vie factice. Tout comme on ne peut pas tromper les gens avec de faux bijoux. À peine eut-elle terminé sa phrase que le grand écran de la salle s'alluma. Ah wow, début. Personne n'y prêta attention. Ils pensèrent qu'on allait diffuser une vidéo de la soirée. Mais au moment où l'image apparut à l'écran, toute la salle, on resta bouche bée. C'était la photo d'un homme et d'une femme ensemble dans une chambre d'hôtel. L'homme était Xavier Dupont, le fils de Chantal et candidat au poste de ministre. Et la femme à ses côtés n'était pas son épouse. Sophie. C'était une jeune femme avec une tenue provocante. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas le candidat Xavier Dupont? Un candidat avec une maîtresse? Les photos ne s'arrêtèrent pas là. Sur l'écran défilèrent, l'une après l'autre, des photos des deux mangeant dans un grand restaurant, en voyage à l'étranger, faisant du shopping dans une boutique de luxe, et enfin, une photo des deux, entrant ensemble dans un immeuble de très haut standing. La salle se transforma en un véritable chaos. Mon Dieu! Un candidat ministre avec une maîtresse. Qui est cette femme? De quelle famille vient-elle? Il est fini. Complètement fini. Chantal, fixant l'écran, resta pétrifiée sur place. Ses jambes se dérobèrent et elle chancela. Si elle ne s'était pas accrochée à la table d'à côté, elle serait effondrée sur le sol. Sophie, pointant l'écran du doigt, expliqua: cette femme est la fille du président d'une entreprise de taille moyenne. Elle sort avec mon mari depuis plus de 2 ans, et cet appartement est un penthouse de 2 millions d'euros, situé avenue Montaigne. Sophie se tourna vers Chantal. Mais le plus intéressant, c'est que l'argent pour acheter cet appartement provient de votre compte de fonds occultes. Vous avez acheté l'appartement de la maîtresse de votre fils. Les genoux de Chantal cédèrent. Elle s'effondra lourdement sur le sol. Le visage, livide. Elle fixait l'écran. Ses yeux perdus dans le vide tremblaient. C'est just fini. Un gémissement s'échappa de ses lèvres. Les dames avaient déjà sorti leur téléphone portable et prenaient des photos. Il était évident que ce scandale inonderait Internet en quelques heures. Les scandale d'infidélité d'un candidat au gouvernement. Un sujet en or pour les chaînes d'information. En continu.
Sophie regarda Chantal. Affalée sur le sol. Belle-mère. Il y a une semaine. Vous m'avez dit que je n'avais aucune classe. Que je n'avais pas ma place dans votre famille. Sophie s'accroupit lentement pour se mettre à la hauteur de Chantal. Mais dites-moi, belle-mère, qui est celle qui, au fond, qui n'a vraiment aucune classe? Chantal ne put répondre. Non. Elle ne le pouvait pas. Ses lèvres tremblaient. Mais aucun mot ne franchissait sa bouche. Sophie se redressa. C'est suffisant pour aujourd'hui. Belle-mère. Mais ce n'est que le début. Sophie fit demi-tour et se dirigea vers la sortie. Les dames s'écartèrent des deux côtés pour la laisser passer. Comme si Moïse ouvrait les eaux. La foule s'effaçait sur son passage. Juste avant de quitter la salle, Sophie s'arrêta un instant. Elle regarda Chantal par-dessus son épaule et vit sa belle-mère par terre, tremblante. Où était passée l'image hautaine d'il y a une semaine? Quand elle lui jetait 150 € à la figure en se moquant d'elle? Un sourire amer se dessina sur les lèvres de Sophie. Belle-mère, je vous avais prévenu. Je vous rendrai cet argent avec des intérêts. Sur ces mots, Sophie quitta la salle. Derrière elle, le chaos continuait. Les cris, les murmures, le bruit des flashs des appareils photo. La fête fastueuse que Chantal avait préparée avec tant de soin s'était transformée en son pire cauchemar. Sophie sortit dans le hall de l'hôtel et prit une grande inspiration. L'air, frais de la nuit, remplit ses poumons. Elle se sentait soulagée. Les nœuds qu'elle avait dans la poitrine depuis 3 ans se dénouaient peu à peu. Mais ce n'était pas encore terminé. Demain, les journaux seraient remplis de l'affaire. Et, après-demain, le parquet agirait. Et 5 jours plus tard, le jour de l'audition, pour sa nomination au gouvernement, tout le linge sale de son mari serait exposé. Sophie regarda le ciel nocturne. Un ciel noir sans une seule étoile. Mais dans ses yeux, on aurait dit qu'elle voyait l'aube poindre dans l'obscurité. Plus qu'une étape, murmura Sophie en s'enfonçant dans la nuit. Le fil de sa vengeance pointait désormais vers le cou de son mari. Le lendemain matin, le pays se réveilla sous le choc. Le scandale d'infidélité du candidat Xavier Dupont inondait Internet. Les photos et vidéos prises par les dames présentes au gala de la veille s'étaient répandues comme une traînée de poudre. De la première à la 10e place des tendances sur les réseaux sociaux, tout tournait autour de Xavier Dupont. Candidat infidèle. Maîtresse. Penthouse. À 2 millions d'euros. Fonds occultes de la belle-mère. Arnaque aux faux. Bijoux. Les chaînes d'information en continu rivalisaient d'éditions spéciales. Les journalistes politiques couraient entre le palais de l'Élysée et l'Assemblée nationale pour recueillir des réactions. Xavier était dans son salon, les yeux rivés sur la télévision. Son visage était livide. La télécommande qu'il tenait à la main tremblait. Il avait beau zapper. Son visage apparaissait sur toutes les chaînes. Le scandale d'infidélité du candidat Xavier Dupont ébranle la classe politique. L'opposition exige son retrait immédiat. On apprend qu'il aurait offert à sa maîtresse un luxueux appartement de 2 millions d'euros, dont les fonds proviendraient de l'argent noir de sa mère. Xavier jeta violemment la télécommande au sol. Comment est-ce possible? Mais le scandale d'infidélité n'était que le début. À 10h du matin, la brigade de répression de la délinquance économique entra en action. Des officiers de police judiciaire firent irruption, simultanément dans le bureau et au domicile de Xavier. Un mandat d'amener avait été délivré. Xavier Dupont. Vous êtes placé en garde à vue pour soupçon de corruption et trafic d'influence, annonça froidement un policier en civil. Xavier, incapable d'y croire, secoua la tête. Quoi? Que dites-vous? Corruption. De quoi parlez-vous? Vous avez le droit de garder le silence et d'être assisté par un avocat. Les détails vous seront communiqués lors de votre audition.
Les policiers saisirent Xavier par les bras. Xavier résista. Mais en vain. Les menottes glacées se refermèrent sur ses poignets. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour qui me prenez-vous? Je suis candidat au gouvernement. Hurlait Xavier. Mais les agents restèrent impassibles. Vous étiez candidat? Vous ne l'êtes plus. Face à ces mots, le visage de Xavier se décomposa. En sortant de la maison, des dizaines de caméras l'attendaient. Les flashs crépitaient et les journalistes tendaient leurs micros. Monsieur Dupont, qu'avez-vous à dire sur les accusations de corruption? Votre relation avec votre maîtresse est-elle avérée? Allez-vous vous retirer de la vie politique? Xavier, la tête baissée, on monta dans la voiture de police sous une pluie de flèches. Son visage était complètement ravagé. Quelques jours plus tôt, il était l'homme qui allait devenir ministre. Et maintenant, il se retrouvait menotté à l'arrière d'un véhicule des forces de l'ordre, et à la même heure. Dans le 16e arrondissement de Paris, il se passait également quelque chose. Des inspecteurs de la Direction générale des finances publiques se présentèrent au pied de l'immeuble de la belle-mère. Chantal, une perquisition fiscale avait commencé. Madame Chantal Dupont. Vous faites l'objet d'une enquête pour suspicion d'acquisition de biens immobiliers via des prête-noms et fraude fiscale. Chantal tomba nez à nez avec les inspecteurs dans le hall du bâtiment. Les rocs de la fête de la veille ne s'étaient pas encore dissipés. Sous ses yeux, des profondes cernes, et l'une de ses mains ne cessait de trembler. Fraude fiscale? Quelle fraude? Nous allons éplucher l'intégralité de vos transactions immobilières des 15 dernières années. Nous vous prions de coopérer. Déclarèrent froidement les inspecteurs du fisc. Les jambes de Chantal la lâchèrent, et elle s'appuya contre le mur. Comme si l'humiliation de la veille ne suffisait pas. Maintenant, le fisc. Du jour au lendemain. Tout s'effondrait. L'après-midi même. La situation s'aggrava encore. Les 3 immeubles de Chantal furent mis sous scellés. Ses biens immobiliers étaient saisis à titre conservatoire. Les locataires, inquiets, murmuraient dans les couloirs et les gestionnaires de copropriété couraient dans tous les sens. Comment est-ce possible? Comment? Chantal, assise par terre devant l'immeuble, pleurait à chaudes larmes. Les passants la pointaient du doigt. C'est la femme qui a fait le coup des faux bijoux. Son fils devait être ministre. Et il s'est fait prendre pour Potsdevin. On ne peut pas vivre de cette façon. Les regards de la foule étaient comme des poignards. Chantal ne pouvait même plus lever la tête. À la tombée de la nuit, le téléphone portable de Chantal sonna. En voyant le nom qui s'affichait, elle hésita un instant. C'était un haut responsable des impôts qu'elle connaissait bien. Celui qui la couvrait lors des contrôles. Chantal, la main tremblante, décrocha. Allô, monsieur le directeur. À l'autre bout, une voix glaciale résonna. Madame Dupont. Je ne peux plus vous. Aïe. Quoi? Que voulez-vous dire? Monsieur le directeur, nous nous sommes toujours, bien entendu. Et je vous ai donné votre part. C'est bien pour ça que je vous appelle. À partir de maintenant, ne m'appelez plus sur ce numéro. Clic. Le téléphone coupa. Chantal, n'en croyant pas ses oreilles, regarda son écran, puis, comme une folle, commença à composer d'autres numéros. Des avocats, des conseillers de députés, des partenaires commerciaux, des gens qu'elle arrosait d'argent pour maintenir ses relations. Mais le résultat fut le même. Partout. Je suis désolée. Madame Dupont. Je ne peux rien faire non plus. Vu la situation, il vaut mieux que nous ne soyons plus en contact. À partir de maintenant, c'est nous sommes des inconnus. Un. Ils lui tournèrent le dos. Chantal jeta violemment son téléphone sur le trottoir. L'écran explosa en 1000 morceaux. Traître. Avec tout ce que je vous ai donné, hurlait Chantal. Mais cela ne servait à rien.
Lorsque le pouvoir disparaissait, ceux qui en vivaient disparaissaient avec lui, le monde était d'une froideur implacable. Pendant ce temps, Xavier, qui avait été conduit dans les locaux de la brigade financière, se trouvait dans une situation similaire, dans la salle d'interrogatoire. Xavier n'arrêtait pas de réclamer un avocat. Le ténor du barreau d'un grand cabinet parisien qui lui couvrait toujours ses arrières. Mais il n'arrivait pas à le joindre. Finalement, quand il réussit à l'avoir au coin, téléphone. Ce qu'il entendit le terrasse. « Je suis désolé. Monsieur Dupont, notre cabinet ne peut pas se charger de votre dossier. Pardon, avec tous les honoraires que je vous ai versés? C'est justement pour cela que je vous le dis. Vous feriez mieux de chercher un autre avocat. » Le téléphone coupa. Xavier s'effondra sur la chaise de la salle d'interrogatoire. Ses mains tremblaient. Il y a seulement quelques jours, Elito était un homme de pouvoir en pleine ascension. Il avait le poste de ministre, porté de main, et prévoyait de se marier avec la fille d'un industriel pour asseoir son pouvoir. Et maintenant, où en était-il? Il avait été radié de son poste. Il était en garde à vue. Interrogé, sans avocat. Seul. Tout s'était effondré en une seule journée. Dans l'esprit de Xavier apparut le visage d'une personne, Sophie, la femme qu'il avait chassée il y a une semaine, quand sa mère lui avait balancé les 150 € au visage. Il avait détourné le regard. Il se rappela le regard de Sophie à ce moment-là. Un regard froid, glacial. À cet instant, il ne savait pas. Il ne savait pas que c'était le regard de quelqu'un qui jurait de se venger. Sophie Laurent. C'est toi qui as fait ça. Xavier serra les dents. Mais que pouvait-il y faire maintenant? Il était trop tard. Ce soir-là, les journaux télévisés annoncèrent la démission officielle du candidat. Le candidat Xavier Dupont a finalement démissionné de ses fonctions. Le parquet a requis son placement en détention provisoire pour des soupçons de corruption et de falsification de documents. La voix du présentateur relatait l'événement avec calme. À l'écran, on voyait l'image de Xavier, menotté, la tête baissée. Dans la modeste maison à un étage de Quiberon, Sophie regardait les informations. Dehors, la nuit était tombée et on entendait le bruit des vagues. Auloin. Sophie, regardant l'image de son mari à la télévision, leva sa tasse et de tout est. Le liquide chaud coula dans sa gorge. La première phase de sa vengeance était terminée. Son mari était derrière les barreaux et sa belle-mère avait perdu toute sa fortune. Le pouvoir et les relations qui les entouraient s'étaient volatilisés du jour au lendemain. Mais ce n'était pas fini. À cet instant, le téléphone portable de Sophie sonna. Sur l'écran s'affichait le nom de son mari. Xavier. Il devait appeler depuis un bureau de la police. Sophie regarda l'écran un instant, puis appuya sur le bouton pour décrocher. « Allô ?» La voix de Sophie était d'un calme absolu. À l'autre bout de la ligne, la voix tremblante de Xavier résonna. « Sophie. Chest. Moi. Je t'en suppliais. Aide-moi. Si tu interviens, tu peux arrêter tout ça. Dieu t'en priait. » Sophie écoutait en silence. La voix de Xavier devenait de plus en plus suppliante. « J'ai eu tort. J'ai eu tellement tort. Recommençons à zéro. D'accord, je te pardonnerai tout. Alors s'il te plaît. » La commissure des lèvres de Sophie se courba légèrement. « Me pardonner? Oui. Oui. Je te pardonnerai tout. Alors, l'interrompit Sophie. Vous faites erreur. La voix de Xavier se tut. Sophie reprit avec une froideur implacable. Celui qui doit demander pardon, c'est vous. Et mon mari. Xavier Dupont. Est morte, il y a une semaine. Ne m'appelez plus jamais. Après ces mots, Sophie raccrocha. Elle posa le téléphone sur la table et regarda l'obscurité à travers la vitre. La justice divine. On récolte ce que l'on sème. Sophie prit une grande inspiration.
Elle sentait que le lourd fardeau qui pesait sur sa poitrine s'allégeait peu à peu. Mais il restait encore une chose. 150 euros. Elle devait rendre cet argent. Sophie sortit de sa poche les billets froissés. Les 3 billets de 50 euros qu'elle gardait sur elle depuis plus d'une semaine. « J'y suis presque », murmura Sophie en regardant les billets. L'heure du jugement, dernier approchait. 1 mois s'écoula. Son mari, Xavier, avait été libéré sous caution et attendait son procès. La presse ne cessait de publier des articles affirmant qu'il risquait plus de 10 ans de prison pour corruption. Trafic d'influence et usage de faux. La chute du brillant futur ministre était devenue le feuilleton de tout le pays. La situation de la belle-mère, Chantal, n'était guère meilleure. Ces 3 immeubles du 16e arrondissement avaient été saisis. Et l'amende pour évasion fiscale s'élevait à plusieurs millions d'euros. Avec la découverte de tous ces biens au nom de prête-noms, il ne lui restait absolument rien. Du jour au lendemain, elle était passée de l'opulence à la misère. Cet après-midi-là, il pleuvait sur Quiberon. Sophie était assise près de la fenêtre, observant les gouttes de pluie, une tasse de thé à la main. Elle fixait l'extérieur, absorbée dans ses pensées. La vengeance était accomplie. Mais un coin de son cœur lui semblait toujours vide. C'est alors qu'on frappa à la porte. Des coups précipités et brusques. Sophie Zé leva lentement et se dirigea vers l'entrée. En ouvrant la porte, elle vit 2 et personne sous la pluie. C'était sa belle-mère, Chantal, et son mari, Xavier. Sophie plissa les yeux. Leur allure glamour d'il y a 1 mois avait complètement disparu. Les cheveux de Chantal, trempés par la pluie, lui pendaient lamentablement sur le visage. Sur son visage sans maquillage, les rides étaient profondément marquées, et sous ses yeux se creusaient des cernes sombres. Les vêtements qu'elle portait étaient froissés et sales. Difficile de croire que c'était la même femme qui paradait en robe de haute couture lors de cette soirée. Xavier était dans un état pire encore. Elle ignorait comment il était sorti. Mais son visage était complètement émacié. Il avait tellement perdu de poids que ses pommettes saillaient. Et ses yeux, rougis et injectés de sang, étaient gonflés. Il ne restait aucune trace de l'arrogance du haut fonctionnaire qui avait réussi. Sophie, adossée à l'encadrement de la porte, les regarda de haut. « Qu'y a-t-il » Sa voix était calme. Une voix indifférente. Ni froide, ni chaleureuse. Chantal fut la première à parler. Sa voix était brisée. Sophie, la belle-mère qui, en 3 ans, ne l'avait jamais appelée par son prénom, l'appelant toujours toi. Où est cette personne, pour la première fois, prononçait son nom. Je t'en supplie. Aide-nous. Il n'y a personne d'autre qui puisse nous aider à par toi. La voix de Chantal tremblait. Et lentement, elle s'agenouilla. Ses genoux touchèrent le sol en béton mouillé par la pluie. J'ai eu tort. J'ai tellement eu tort. Je t'ai très maltraité pendant 3 ans. Yaten priait. Pardonne-moi. Juste une fois. La tête de Chantal s'inclina vers le sol. Son front frôlait presque le ciment, humide. Sophie l'observait sans la moindre expression sur le visage. Xavier, à son tour, s'agenouilla à ses côtés. Sophie, qu'est-ce que tu veux? Je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, sauve-moi. Si ça continue comme ça, et je vais passer 10 ans en prison. Les larmes coulaient des yeux de Xavier. Cet homme qui, autrefois, traitait sa femme comme une domestique, qui la trompait avec sa maîtresse, et prévoyait de divorcer pour épouser une femme mieux placée. Cet homme était maintenant à genoux sous la pluie. En pleurs, Sophie les regarda tous les 2 alternativement. Les souvenirs de ces 3 dernières années lui revinrent en mémoire. Le jour où elle s'était mariée, était entrée dans cette maison en rêvant d'un bonheur simple. Elle voulait faire partie de la famille de l'homme qu'elle aimait. Elle s'y était consacrée corps
et âme. Elle se levait à l'aube pour cuisiner, nettoyer, flotter, même avec les mains gercées et les genoux écorchés. Elle ne s'était jamais plainte. Mais qu'avait-elle reçu en échange? Cette nourriture empeste la pauvreté. Tout, qui n'a aucune classe. Tu n'as pas ta place dans notre famille. C'est le paiement, pour tes 3 années de service. Les 150 € qu'on lui avait jetés, au visage, et le dos de son mari qui l'ignorait. Sophie plongea lentement la main dans sa poche. Ses doigts effleurèrent les 3 billets de 50 € qu'elle gardait avec elle depuis des semaines. Ils étaient froissés, usés. Le papier s'effilochant. Sophie sortit l'argent. Les yeux de Chantal se fixèrent dessus. « Vous vous en souvenez, belle-mère ?» La voix de Sophie était basse et calme. « Il y a 1 mois. Vous m'avez jeté cet argent au visage. » En disant que c'était le prix, pour mes 3 années de service, le visage de Chantal devint livide. Elle s'en souvenait. « Et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à ce moment-là? Que je vous le rendrais avec des intérêts. » Sophie s'accroupit lentement. Elle se mit à la hauteur de Chantal. « Les intérêts. Ce sont vos 3 immeubles. Ce sont les intérêts. C'est suffisant. N'est-ce pas ?» Les yeux de Chantal s'écarquillèrent. Ses lèvres tremblaient. Sophie, tenant les 3 billets de 50 €, les déplia devant le visage de Chantal. « Et voici le capital. » Sophie lâcha les billets. Emportée par le vent, les 3 billets tombèrent sur le visage de Chantal, un sur son front, un autre sur son nez, le dernier sur son genou. Les billets, détrempés par la pluie, restèrent collés à sa peau. Chantal ne bougea pas, la tête baissée, seules ses épaules tressautaient. Impossible de dire si elle pleurait ou si elle riait. Sophie se redressa et regarda Xavier. « Et vous ?» Xavier leva la tête. Son visage était ruisselant de pluie et de larmes. « Je n'ai rien à vous rendre. Parce qu'en 3 ans, je n'ai absolument rien reçu. De vous ?» Le visage de Xavier se crispa. « Sophie, Ethan priait. La seule chose que vous m'ayez donnée, c'est l'indifférence et la trahison. Alors, c'est exactement ce que je vous rends. » dit froidement Sophie. « À partir de maintenant, ce qu'il vous arrivera en prison m'importe peu. Tout comme mon sort, vous importait peu pendant ces 3 ans. » La tête de Xavier retomba lourdement. Il ne put rien dire de plus. Sophie les regarda une dernière fois. La belle-mère et le mari. À genoux sous la pluie. 1 mois plus tôt. Ce c'étaient les mêmes personnes qui l'avaient jeté, dehors comme un chien. Maintenant, ils la suppliaient pour leur vie. Mais dans le cœur de Sophie, il n'y avait aucune émotion, ni pitié, ni colère, ni tristesse. Seul un grand vide d'indifférence remplissait sa poitrine. C'était peu être là la plus terrible des vengeances. Sophie ouvrit la bouche. « Avec cet argent, allez vous payer un hôtel. » Chantal releva la tête, le visage couvert de larmes. « Et lavez-y votre avidité crasseuse. » La voix de Sophie était calme. Ce qui empestait, ce n'était pas ma cuisine. C'était votre âme pourrie depuis le tout début. Sur ces mots, Sophie tourna les talons. La porte d'entrée se referma. Un lourd claquement résonna à travers la pluie. Dehors, les 2 restèrent à genoux. La pluie continuait de battre sur leur dos, mais la porte ne s'ouvrit plus. Sophie retourna s'asseoir près de la fenêtre. Elle prit sa tasse de thé refroidie et en but une gorgée. Un goût amer glissa dans sa gorge. Dehors, la pluie redoublait de violence. Sophie, écoutant le bruit des gouttes, ferma les yeux. Elle avait l'impression que ces 3 années de chagrin, de colère et de soif de vengeance s'effaçaient sous cette pluie. Cette fois, c'était vraiment fini. Sophie prit une profonde inspiration. Elle sentit que le lourd fardeau qui lui écrasait la poitrine s'évaporait. « Maintenant, moi aussi, je dois vivre pour moi-même, » murmura-t-elle. Le bruit de la pluie enveloppa doucement sa voix. La vengeance était accomplie.
et un nouveau départ l'attendait. Un autre mois s'écoula. Une douce brise printanière soufflait sur Quiberon. Les mouettes survolaient l'océan. Et sur le port flottait l'odeur alléchante des fruits de mer grillés. Le froid de l'hiver s'était dissipé. Et le monde se réchauffait doucement. Le cœur de Sophie aussi. La modeste maison à un étage avait bien changé en un mois. La peinture écaillée avait été refaite. Et la porte rouillée remplacée par une neuve. Dans la cour, de petits pots de fleurs avaient fleuri pour le printemps. Sophie était dans la cour, arrosant ses splunches. Le soleil lui chauffait les épaules. Sur le visage, des Sophie. Un sourire serein se dessinait. L'expression froide et dure d'il y a un mois s'était évanouie, laissant place à un visage doux et paisible. À ce moment, le bruit du portail retentit. « Madame Laurent est là ?» C'était Monsieur Valmont. Sophie posa son arrosoir et alla accueillir son invité. « Entrez. Monsieur le Président, qu'est-ce qui m'amène l'honneur de votre visite ? Je venais juste voir comment vous alliez, » dit Monsieur Valmont avec un large sourire. Ils s'assirent à une petite table installée dans la cour. Sophie lui servit un thé chaud. « Comment allez-vous ces derniers temps ?» demanda Monsieur Valmont. Sophie, la tasse de thé entre les mains, répondit. « Eh bien, Yevis, tranquillement. Je m'occupe de mes fleurs. Yelis, une vie normale. Une vie normale, répéta Monsieur Valmont en hochant la tête. Je sais à quel point vous avez souffert. Madame Laurent, vous avez besoin de vous reposer. Maintenant, Sophie sourit et secoua la tête. Seulement me reposer ? Non. Je compte commencer. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau ? Les yeux de Monsieur Valmont brillèrent de curiosité. Sophie, regardant vers la mer, continua. Pendant 20 ans, j'ai résolu les problèmes des élites politiques et économiques. Mais ce n'étaient que les problèmes des puissants. Maintenant, je veux faire quelque chose de différent. De différent ? La voix de Sophie était calmée, mais empreinte d'une détermination sans faille. Il y a dans ce monde beaucoup de gens, tout comme moi, qui subissent des injustices et ne peuvent et rien faire. Des gens qui n'ont ni argent ni pouvoir, qui ne savent pas vers qui se tourner. Sophie posa sa tasse de thé. Je veux résoudre les problèmes de ces gens avec mes contacts et mes compétences. Le visage de Monsieur Valmont s'illumina d'émotion. Madame Laurent, vous êtes incroyable, une personne ordinaire. Après s'être vengée, chercherait juste à de l'eau basée, vivre confortablement. Sophie secoua la tête. Je le pensais moi aussi. Je pensais qu'après ma vengeance, je me sentirais soulagée. Mais quand tout a été fini, j'ai ressenti une vide immense. Sophie regarda les fleurs de sa cour. Alors je me suis dit, pourquoi n'utiliserais-je cette capacité que pour me venger ? J'ai réalisé que je l'avais pour aider ceux qui souffrent sans pouvoir se défendre. Monsieur Valmont hocha la tête. Si c'est ainsi, je vous aiderai. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à demander. Merci, Monsieur le Président. Mais cette fois, je veux essayer par moi-même. Dites, Sophie avec un sourire. Ce soir-là, Sophie, assise dans son salon, ouvrit le carnet en cuir noir. Les carnet dans lequel elle avait consigné les secrets des élites pendant 20 ans. Les noms, les dates, les événements inscrits sur chaque page. Avec ce carnet, elle pouvait faire trembler toute la France. Sophie en tourna les pages. Une, d'innombrables souvenirs lui revinrent à l'esprit. Les jours passés à courir pour étouffer des scandales, les moments où elle recevait les remerciements des puissants, tête baissée. À cette époque, Sophie était une ombre qui travaillait en silence derrière les lumières de la scène. Mais maintenant, c'était différent. Sophie ferma le carnet et se leva. Elle sortit dans la cour et alluma un petit brasero. Les flammes orangées commencèrent à danser.
Sophie regarda le carnet un instant. Le brûler. C'est Kanen signifiait rompre définitivement avec le passé. C'était une déclaration. Elle ne vivrait plus comme une éminence grise. Sophie prit une grande inspiration, jeta le carnet dans le feu. Les flammes léchèrent le papier. La couverture de cuir noir se racorna. Et les pages se transformèrent en cendres. 20 ans de secrets partirent en fumée, s'envolèrent dans le ciel nocturne. Sophie, fixant le brasier, sourit. Elle se sentait libérée. Le lourd fardeau qui pesait sur ses épaules s'était enfin envolé. Une semaine plus tard, dans une ruelle de Quiberon, on pouvait voir accrochée une petite enseigne, cabinet Sophie. Une plaque toute simple. Sans ostentation. Mais ce qui se passait à l'intérieur n'avait rien de simple. La première cliente fut une vieille dame du quartier. Une dame en pleurs parce qu'après avoir cédé tous ses biens à son fils, celui-ci l'avait abandonnée dans une maison de retraite. Sophie prit les mains de la vieille dame et écouta son histoire. Et quelques jours plus tard, la dame put retourner vivre chez elle. Les deuxièmes clients furent un jeune couple. Un couple désespéré qui avait perdu toutes ses économies dans une escroquerie. Sophie, en faisant jouer ses relations, retrouva l'escroc, et le couple put récupérer son argent. Le troisième, le quatrième, le cinquième client, tous furent traités avec la même attention. Sophie écoutait leurs histoires et réglait leurs problèmes. Elle ne demandait pas d'argent. Elle n'acceptait qu'un peu de nourriture ou des produits de première nécessité de la part de ceux qui en avaient les moyens. La rumeur se propagea rapidement. À Quiberon, il y a une femme incroyable. Si on te fait une injustice, va la voir. Elle règle des affaires que ni la police, ni les avocats ne peuvent résoudre. Sophie était très occupée, mais elle ne se sentait pas fatiguée. Au contraire, chaque jour, elle se sentait plus épanouie. Pouvoir aider quelqu'un. Pouvoir essuyer les larmes de quelqu'un. C'était pour Sophie la plus grande des joies. Un soir, Sophie était assise sur la jetée du port, regardant le soleil se coucher. Le disque rougeoyant descendait lentement sur la mer. Le ciel se éteignait d'orange, de rose et de violet. Les mouettes volaient vers le crépuscule en criant. Sophie prit une grande inspiration. L'odeur des embruns emplit ses poumons. Une brise fraîche et salée ébouriffa ses cheveux. Soudain, elle se remémora les années passées. Les 20 années vécues comme l'ombre de la haute société. Le jour de son mariage où elle rêvait d'une vie simple. Les 3 années passées à être maltraitée et méprisée. La nuit où on l'avait jetée dehors avec 150 €. Et ce dernier mois consacré à sa vengeance. Ce fut une époque tumultueuse. Mais elle ne regrettait rien. Car c'était grâce à tout cela qu'elle était devenue celle qu'elle était aujourd'hui. Sophie sourit. Avant, elle était la belle-fille de quelqu'un. L'épouse de quelqu'un. L'assistante de quelqu'un. L'ombre de quelqu'un. Elle avait toujours vécu derrière quelqu'un. Pour quelqu'un. Mais maintenant, c'était différent. Maintenant, Sophie était simplement Sophie. Ni la belle-fille de, ni l'épouse, ni l'ombre de quiconque. Simplement Sophie Laurent. La Sophie Laurent qui dirigeait un cabinet à Quiberon et aidait ceux qui avaient subi des injustices. C'était la vie la plus gratifiante qui soit. Le soleil disparut sous l'océan. Les premières étoiles apparurent dans le ciel. Sophie se leva et prit le chemin du retour. En marchant dans la ruelle, elle fredonnait une chanson. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait chanté ainsi. En arrivant chez elle, elle aperçut quelqu'un devant sa porte. C'était la vieille dame du quartier, avec un petit pot de fleurs dans les mains, la dame dont elle avait réglé le problème avec son fils la semaine précédente. Madame Sophie, ça vient de mon jardin. Je vous l'ai apporté pour vous remercier. La vieille dame lui tendit timidement le pot. Dedans,
Il y avait de magnifiques forsythias jaunes en pleine floraison. Sophie sourit largement et prit le pot, avec émotion. Merci. Madame, j'en prendrai grand soin. Après le départ de la dame, Sophie posa le pot dans la cour. Les forsythias jaunes se balançaient doucement sous la brise. Sophie, en regardant les fleurs, pensa, c'est ça? Le bonheur, ce n'était rien de grandiose. Elle n'avait pas besoin de robe de créateur, ni de collier de diamants, ni de pouvoir, simplement, de cette façon modeste, aider quelqu'un et recevoir sa gratitude en retour. C'était cela, le véritable bonheur. Sophie, debout dans sa cour, leva les yeux vers le ciel nocturne. Les étoiles brillaient, comme si elle la bénissait, non pas comme la belle-fille de quelqu'un, ni l'épouse de quelqu'un. Murmura, Sophie, mais en tant que moi-même, Sophie Laurent. C'est ainsi que ma vie a vraiment un sens. Le vent souffla, ébouriffant ses cheveux. Le parfum des forsythias se répandit, avec la brise. La nouvelle histoire de Sophie Laurent ne faisait que commencer. Si l'histoire d'aujourd'hui vous a touché, même un peu, vous pouvez revenir, m'écouter de temps en temps. Si vous avez un instant, laissez quelques mots d'encouragement pour la protagoniste de cette histoire. Ce petit geste pourrait bien aider quelqu'un à surmonter la journée de demain. Je vous souhaite le meilleur pour aujourd'hui et pour demain. Merci de m'avoir écouté.